Être français. Alors, c'est très drôle. On va commencer par Baudrillard. Avant, on se battait pour la souveraineté, on se battait pour la gloire. Aujourd'hui, on se bat pour l'identité. On se bat pour ce qui devrait aller de soi. Et quand ça va plus de soi, ça va plus du tout. On en est là. Ça va plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'être français ? C'est vouloir qu'une certaine idée est défendue par les hommes, qui est l'idée de la France, qui est l'idée d'une nation sans pareil, qui est l'idée d'une singularité. Le fait de vouloir être un nous dans l'histoire, c'est ça être français. Mais un vrai nous, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous appartient qu'à nous et que nous offrons au monde et qui est notre médian entre l'universel et l'individu. L'universel, faut pas oublier que l'humanité, c'est une notion zoologique, comme disait Spengler. Votre famille, c'est pas l'humanité. La seule chose qui fait l'unité des humains, ou alors on retire aux humains ce qu'ils ont fait de plus beau. Parce que c'est quoi qui fait l'unité de l'être humain ? Il est bipède, il aime copuler, il doit uriner X fois par jour, il doit déféquer X fois par jour, et il peut pas survivre à la règle des 3. 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger. Ça, c'est l'humanité. Désolé. C'est un fait biologique. Ce qui fait la beauté des hommes, c'est la manière dont ils se distinguent. Clan, famille, nation, religion. L'inconscient y met en religieux. Un peu toute l'œuvre de Manuel de Dieguez et de Régis Debray. C'est ça qui fait les hommes. Alors après, on peut vouloir vivre dans un monde post-humain. Admettons que nous restions dans le monde des hommes. Peut-être qu'après viendra autre chose, les êtres seront les appendices des choses. Pourquoi pas ? Nous serons les appendices de nos propres créatures, de nos propres automates technologiques. Comme dirait l'autre, peut-être qu'il sera le temps à ce moment-là de se faire sauter le caisson. Si nous restons dans le temps des hommes, première hypothèse, la France est l'une des choses qui a porté le plus haut l'esprit humain. Penser, de la transmission druidique jusqu'à Descartes, de Descartes à Bodin, de Bodin à Pascal, de Pascal à Ernest Renan, d'Ernest Renan à Raymond Aron pour arriver au Augustin Berg, au Baptiste Rapin, Françoise Bonnardel d'aujourd'hui. N'oubliez pas la France, mère des arts, des lettres et des lois. Nous avons donné au monde, et d'ailleurs je ferai une série de vidéos, de petites interventions sur le Discord, sur les apports de la France à la civilisation. Ça va quand même me prendre 40 petites émissions au moins. C'est la phrase de Peggy. Peggy met en scène Dieu qui s'interroge et qui dit « Si la France disparaît, il y a des tas de choses que j'ai fait que plus personne ne comprendra. » Et ça, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a été un des pays les plus riches au monde. Quand vous voyez les études de civilisation comparée, vous avez des Français partout. Vous prenez l'histoire commence à Sumer, de Kramer, le grand historien de la Mésopotamie américain, il vous dira tout ce que je sais de Sumer, je le dois à la France. La France crée ce que j'appelle des fous. Moi, j'en ai dans mon équipe. Des fous de Japon, des fous de Russie, des fous d'Espagne. C'est-à-dire, moi, j'ai rarement rencontré, très rarement, de gens qui étaient tellement imbibés de civilisation étrangère, au-delà des Français. Tu vois, ça existe, ça doit exister ailleurs. Ça existe très peu. Parce que nous si tu veux, on aime comprendre ce qui fait courir les hommes. Et on aime, dans cette course effrénée de l'homme pour sa survie, on aime y mettre à la fois de l'ordre et de la beauté. C'est pour ça que c'est nous qui avons créé le système métrique. C'est pour ça que c'est nous qui avons l'une des plus belles littératures au monde. Et qui a en plus enfanté de grandes littératures. Aujourd'hui, les plus grandes littératures au monde sont certainement latino-américaines. Tu vois, dans les villages à la Havane, ou dans les villages ou même au Venezuela, Chavez le disait, je crois, dans un de ses discours, mais même tu as des gens, parfois j'en rencontre, qui étaient dans des villages perdus au fin fond de la Chine, on leur apprenait Victor Hugo. Être français, c'est accepter qu'il y ait dans le cœur de millions d'hommes
une petite place pour la France. Ce qui fait qu'à chaque fois que la France a été en danger, que ça vous plaise ou pas, ils sont venus de partout. Nos frères du bataillon du Pacifique, à Bir Hakeim, ils sont venus mourir à 17 000 km de chez eux. Jean Montpezat a connu beaucoup d'anciens du bataillon du Pacifique. Haut commissaire de nombreuses années dans le Pacifique, il se souvient des récits de ces hommes qu'il avait côtoyés une fois rentrés chez eux. Pour l'armée française, ce sont des combattants. Ce sont des guerriers extraordinaires. Et ça, c'est la France qu'on aime. Et ça, c'est aussi l'engagement des gens d'outre-mer. La mort n'est rien. La mort n'est rien. C'est le cycle de la vie. On se bat. Et ils se sont battus dans des moments où beaucoup de Français hésitaient à se battre. On pourra reprendre l'exemple de Joséphine Baker aussi. Oui, mais quand même, même si vous n'aimez pas le mot, la grande vedette de musical qui reçoit la croix de guerre, la croix de résistance, la Légion d'honneur. Rosette de la résistance, c'est ça, croix de guerre avec palme et tout ça. Et médaille d'or de Paris pour ma vie humanitaire, etc. Mais enfin ça, tout le monde le connaît, c'est pas la peine d'en parler. Je crois pas que c'est tellement intéressant. C'est pour moi, ça me fait plaisir, mais vous n'êtes pas venu pour entendre parler de tout ça, ça fait un petit peu, enfin. Mais nous sommes venus pour vous entendre parler de vous. Mais c'est vrai, mais enfin. De vous. Il y a tellement de gens qui ont mérité beaucoup plus que ça et qui n'ont pas eu. Alors moi, je trouve que c'est pas tellement. Enfin, j'ai fait mon devoir de résistante, etc. J'ai commencé en France et de la France, je suis allée en Afrique du Nord, jusqu'en Égypte, etc. J'ai donné un autre exemple. Parfois, ça fait quelque chose. L'incendie de Notre-Dame. Le monde entier s'est arrêté parce que c'était Notre-Dame. Quand il y a eu le terrible attentat à Madrid de la gare d'Atacha, c'était terrible. Tout le monde disait c'est terrible. Il y a eu plus de morts qu'au Bataclan. Parce qu'on a touché Paris, on a vu arriver aux quatre coins du monde des gens devant les ambassades de France. Le problème, c'est que les Français, parce qu'ils se comportent mal à l'international, ils se comportent mal. Pourquoi ? Parce qu'ils crachent sur leur pays devant les autres. Ce que les autres ne supportent pas. Si on déteste pas le touriste français, ça c'est pas vrai. Moi j'ai vécu à l'étranger, c'est pas vrai. Il y a des touristes bien pires avec les autochtones, au sens strict. Moi je peux dire une chose, un jour vous aurez une chasse aux touristes allemands dans les rues à Bangkok. Ça arrivera. Et ça se finira mal pour eux. Hein. Parce que même le Ladyboy a fait de la bankstyle, donc méfiez-vous. Mais nous, on y envoie une partie de nos racailles. Et là, moi, je demande à nos amis thaïlandais, sincèrement, traitez-les comme vous savez les traiter. Vous nous les renverrez dans un sac à viande froide. Après tout, c'est le marché du surgelé. Donc, mais surtout parce que les Français détestent leur pays et en parlent. Et ça passe pas. Parce que la France, c'est grand, la France. Nos rois avaient des ambassadeurs auprès des plus grands rois africains. Nous avions déjà des ambassadeurs nous avions une complicité avec la Sublime Porte. Nous étions représentés à la cour des empereurs de Chine. Voilà. La France, parce qu'elle a voulu imposer sa singularité au monde. Pas l'imposer en la pliant. Nous, à chaque fois qu'on a joué l'Empire, premièrement, c'était des empires petits bras, des empires Bonaparte. Et deuxièmement, nous, on a résisté au grand aplanissement impérial du monde. C'est-à-dire, nous, comme disait Régis Debray, la France était l'emmerdeuse du monde. C'est-à-dire, vous avez raison de faire comme vous faites, mais nous, on va faire comme ça. Et être français, c'est essayer de mettre... C'est essayer de tenir ces deux chevaux. Tu vois, tenir la raison et le mythe pour faire... Ça se voit dans les jardins à la française. Si tu veux, pour faire... Nous sommes la civilisation de l'équilibre. Quand nous sommes en déséquilibre, on se sent fondamentalement mal. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et alors on me dit, les Français sont des dégénérés. Si les Français sont le peuple qui prend le plus d'anxiolytiques au monde, c'est parce qu'ils se rendent compte que ça va mal. La plupart des autres peuples européens pataugent dans la même merde et en sont très contents. Ils vont s'y baigner, s'y noyer, et le pire, c'est qu'ils souriront en crevant. Nous, on s'angoisse. Parce que justement, nous sommes face à un monde déséquilibré et que nous ne reconnaissons plus et qui nous a enlevé... C'est très drôle d'ailleurs, parce que dans les phases de déséquilibre, les Français perdent quelque chose
Ça, c'était Belmondo qui le disait, cette France joyeuse que j'ai connue. Parce que, dans son état naturel, le français est plutôt un bon compagnon. Vraiment Astérix aux Gaulois, tu vois. Nous sommes râleurs, indisciplinés et bagarreurs. Nous aimons les copains, nous sommes des Gaulois. Ben, c'est pas tout à fait faux. On n'est pas fait pour être un peuple de dépressifs. Le problème, c'est qu'on est pénétré par l'histoire. Donc, quand on est pénétré par ça, parce que, et même parfois par le minimum, parce que tu dis, ouais, les gamins, ils s'en foutent, ils sont débiles, etc. Ouais, enfin, quand tu vois un château de la Loire, quand même. Quand tu vois Notre-Dame, quand même. Moi, tu vois, je viens d'enseigner là, en Vendée. Moi, je m'attendais à trouver la caricature du prof de droite, tu vois, des gamins débiles. Les gamins ne sont pas débiles. Si tu veux, le pire, c'est qu'Internet étant une usine de nostalgie, eh ben, excuse-moi, ils voient des Gabins, ils voient des Lino. Avant, moi, quand j'étais petit, plus personne connaissait Lino. Aujourd'hui, les gamins connaissent Lino. Ils se rendent compte, putain, ça a été la France quand même. Maintenant, je peux vous montrer les autres pièces. C'est d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Les chambres. Eh ben une autre fois, pour l'instant, je voudrais voir la salle à manger. N'y allez pas. C'est privé, je sais, on me l'a déjà dit. Casa est avec ses amis. Tiens, il est revenu? Ses amis donnent une petite fête et votre présence pourrait leur déplaire. Oui. Eh ben je suis navré, je suis venu voir Casa et ses amis et je les verrai. Et je suis très entêté. Vous savez ce que vous risquez? Oui, Et vous y allez quand même. oui, Vous n'êtes pas seulement un gorille, vous êtes un homme. oui. Et même un galant homme, forcément la première. Dans Lino, Darmanin, translation, les Français sentent que ça va mal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une civilisation occidentale et dans une planétisation totalement déséquilibrée. Et ça, les Français, ils le ressentent et ça leur fait assez mal. Vous me direz, il y a des fondements de l'identité qui peuvent être ethniques, etc. Oui, bien sûr, la plupart des Français sont des hommes blancs, sont des hommes et des femmes blanches. Oui, d'accord, ok. De culture catholique plus que de pratique. Ok, d'accord, oui. Mais ça, c'est pas le vrai enracinement. J'aime beaucoup la formule de Maffesoli, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire, l'identité, c'est la projection. C'est la singularité, c'est pas le constat. Tu vois. Il n'y a pas de phrase plus débile que « on est chez nous ». Geronimo aussi était chez lui. Ça lui a fait une belle jambe. Alors après, on peut vouloir être des Indiens de réserve. Hein. Pas de problème. La forme française doit survivre. Et elle doit survivre par incarnation. Pourquoi le gaullisme nous a tellement marqués? Ça, c'est la phrase de Serge Lama encore. Quand papa sera parti. Ou là, on fête les 20 ans de la mort de Gilbert Bécaud. Quand Bécaud disait « Le jour où on l'enterre, je te parie sans sou que tu le regretteras. Tu le regretteras longtemps. » Pourquoi il nous a tant marqués? Parce qu'il a essayé de condenser. Il faut voir que c'était un homme qui était pénétré de l'histoire de France. Mais je rappelle que le genre historique, c'est ce que les Français achètent le plus en livres. Hors gamme romanesque, etc. C'est avant tout des livres d'histoire. Les Français sont des fous d'histoire. La carrière même de gens qu'on peut ne pas apprécier, la carrière d'un mec comme Stéphane Bern, repose entièrement là-dessus. Parce que les Français se disent quand même, on est quelque chose. Et en réalité, De Gaulle a incarné toutes ses qualités en un homme. Pourquoi? Parce qu'il a voulu réinventer la forme française pour le XXe siècle. Il faut le faire maintenant. De toute façon, toutes les nations sont en train de réadapter leur forme. Et c'est normal. Prenez le mouvement de mondialisation tel qu'il est. D'abord, les entités politiques sont défaites par l'arrivée de nouveaux espaces permises par le progrès technique. Gouvernail pour les bateaux, réticularité numérique aujourd'hui. Le politique est enfoncé. Les populations sont dominées par les gens qui gèrent la fluidité, phase 2. Qui gère la fluidité? Les religieux, les marchands et les brigands, qui au passage, excusez-moi, parfois sont les trois en même temps. Parfois sont les trois en même temps. Religieux, brigands, marchands, Schwab, Zuckerberg, Pablo Escobar, frères musulmans. Ok, d'accord, vous les avez. Et ensuite, le politique se réinvente, à un étage supérieur de souveraineté. C'est en train de se faire. Qui naît, et là, match retour. Et rappelez-vous, tous ces hommes de la fluidité, marchands vénitiens, mondialisation méditerranéenne, trafiquants de bois d'ébène,
atlantique. Qu'est-ce qu'ils sont devenus quand la phase 3 est arrivée? Ils ont déjanté. À la place de tous ces grands boyards, M. Bezos et autres, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de tout vendre, parce que vous avez remarqué qu'ils vendent leurs actions de manière frénétique en ce moment, et que le patron de Twitter, par exemple, se barre sans qu'on comprenne exactement la raison. Parce qu'il y en a certains qui sentent le coup près arriver. Parce qu'à un moment, ils vont tomber sur des entités solides. La liquidité, ça a qu'un temps. Pourquoi est-ce que l'être humain n'est pas fait pour y vivre? Phase 3. Moi, je suis un opposant d'Erdogan par rapport aux intérêts français, mais je ne juge pas que tout ce qu'il a fait pour la Turquie soit négatif. C'est ce que fait Xi Jinping en Chine, c'est ce que fait Modi en Inde, c'est ce qu'a fait Poutine en Russie, c'est ce qu'a fait Trump aux États-Unis. Toutes les nations sont en train de le vivre. Pourquoi pas nous? C'est ce que Boris Johnson fait en Grande-Bretagne. Alors bien sûr, ça tangue, parce que le vieux monde, le monde de la fluidité, veut maintenir la dissolution du monde. Alors oui, ça tangue. Le vieux monde ne veut pas mourir, c'est normal. Mais bon, le temps lui donnera tort pour une raison qui est très simple. C'est qu'à la fin, la dégénérescence s'appelle la destruction. C'est terrible, hein. Les arrêts de l'histoire sont parfois sans appel. Mauvais joueur s'abstenir. Or, c'est quoi redéfinir une identité? Braudel a tout dit dans l'identité de la France. L'ouvrage, si vous devez en lire qu'un, lisez celui-là. S'opposer à l'autre sans faiblir pour ce qu'il y a de meilleur en nous, dans les grandes lignes. Et ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est un paysage, une cathédrale. Je vais vous donner l'exemple de Notre-Dame. Pourquoi pas? Vous savez, moi, je ne suis pas chrétien, mais Notre-Dame, c'est quand même quelque chose. Puis vous avez un temple de l'Alouette sous Notre-Dame. Bon, pourquoi l'Alouette? Parce que l'Alouette, c'est le symbole de la paix chez les druides. Hein, l'Alouette, c'est celui qui porte l'Alouette calme les ardeurs. Voilà. C'est un paysage. Moi, c'est ma Normandie. C'est ma Normandie, c'est ces chemins de terre sur lesquels je n'ai pas arrêté d'arpenter petit. C'est la patrie. N'oubliez jamais que c'est en France qu'on a dit la patrie, c'est là où on aime. Et c'est tous les gens que nous avons aimés. C'est la grandeur des hommes du quotidien que nous avons vu. C'est un rêve d'enfant. C'est la littérature, c'est l'art, c'est tout ça, mais c'est... Bernard Maris avait écrit un ouvrage sur le bonheur d'être français qui est vraiment à lire, parce que la France, c'est aussi le bonheur, le cul, Tout à l'heure, nous étions tous les deux en train de parler, en parlant d'Europe, vous m'avez parlé, vous m'avez demandé ce que j'aimais des... Ah oui, des mini-jupes. Qu'est-ce que vous pensez de la... Moi, j'adore ça. Surtout, je trouve ça très joli pour les jeunes femmes. Justement, il a dans la... Oh, tiens, voilà. Elle est belle comme tout. Regarde un peu ces jolis gens. Vous voyez, tu étais à Paris en ce moment. Hein. Faut les bergers, Casino de Paris, je sais pas, moi. La légèreté. Et la gloire. Et la gloire, c'est un peu notre rapport à l'histoire. C'est-à-dire, si tu veux, nous, on doit faire du grand et du beau, et en même temps, nous sommes des gens sérieux qui n'ont pas l'esprit de sérieux. Nous avons besoin de légèreté. Nous sommes des hommes, nous ressemblons beaucoup aux anciens Grecs, à ce niveau-là, qui sont quand même une partie de nos pères intellectuels. Parce que nous sommes... La France sait que finalement, c'est pour ça qu'on a créé des esprits comme Montaigne, ou des esprits sceptiques, c'est qu'on sait que finalement, tout, rions un peu, puisque tout se terminera toujours mal. Vous savez, la vie, vous vous en sortirez pas vivant. Donc, et c'est pour ça qu'on on ne perd pas notre vie à la gagner. C'est cette latinité-là, parce qu'on partage ça avec nos cousins italiens. Parce que tout simplement, la mort arrivera. Et vous ne la conjurerez pas. Et justement, s'identifier au meilleur de soi, parce que c'est notre part d'immortalité. C'est ça l'identité profonde. L'identité,
On me dit, tu n'es pas identitaire. Le problème, si tu veux, c'est que pour moi, l'identitarisme est une psychiatrie de l'identité. J'ai trop de respect pour l'identité pour la laisser à des gens qui la parjurent parce qu'ils n'y mettent pas de souffle et d'élan. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la tenaille identitaire non plus. Là, Laurent Bouvet, qui était quelqu'un de bien, vient de décéder. Il a été l'un de ceux qui a formulé cette théorie que je trouvais idiote. C'était grosso modo, attention, il y a les barbus d'un côté, il y a les identitaires de l'autre. Enfin, comme si les identitaires massacraient les gens au couteau, au couteau ou au camion, au couteau sensible, au camion déséquilibré ou au kalachnikov déréglé. Donc, faut pas déconner. Ça n'a pas de sens. Le vrai problème de l'identitarisme en France, c'est qu'il entend substituer d'autres identités à l'identité française parce qu'il les trouve plus blanches. Le problème est là. Moi, si j'ai eu des problèmes avec certains, et pas tous, membres du camp identitaire, c'est parce qu'ils n'étaient pas vus de Paris, ils étaient vus de Berlin. Bon, bah, excusez-moi. Moi, à titre personnel, je sais une chose, c'est quand on accepte de se soumettre, on se soumet à tout, et à tout le monde. Et moi, je me soumets pas, c'est comme ça. Voilà, être français, comme disait Malraux, c'est vouloir que la France continue. C'est s'identifier au meilleur de soi. Aller chercher en soi le bruit de nos pères. Je vais vous donner un exemple. Il y a de très belles chansons là-dessus, dans une part du rock folk, je pense à Archael ou à des groupes comme ça, sur la voix des ancêtres en nous. Nous sommes, là c'est une notion que j'emprunte à Kierkegaard et qui est allée chez Rosenzweig dans le judaïsme, il faut se sentir comme des hommes de la simultanéité. C'est-à-dire que, d'un côté, les grands Français de notre passé sont tous nos contemporains. Ça, c'est quelque chose que Kierkegaard a donné, entre autres, qui est passé dans le judaïsme, et qui est une notion très importante. La simultanéité, des hommes de la simultanéité. C'est-à-dire, ne pas se dire « nous appartenons à tous les temps », et donc, si j'avais été là en 40, vous auriez vu... Non, ça c'est du Émeric Caron, ça c'est bon à donner en pâture aux moustiques. C'est de se dire, dans tous ces hommes qui nous ont précédés, il y a une part d'éternité qui est arrivée jusqu'à moi et je n'ai pas le droit de la jeter aux oubliettes. Je dois la transmettre et je dois la faire grandir. Je dois faire grandir le capital de la grande famille. C'est cette part d'identité, d'éternité-là qu'il faut aller chercher. C'est elle le socle vital de l'identité qui ne sert que à l'élan qu'il va nous donner. Et cet élan, il est comme toujours avec la France. Et c'est ce qu'on va faire entre autres grâce aux conférences du Discord. Étayer tout ça sur le génie scientifique, littéraire, parce que la France, c'est un pays qui ne s'est jamais laissé enfermer dans je dirais même pas le fatum, parce que chez les Romains, tu regardes le fatum, tu regardes le destin, mais dans le mektoub, chez les Arméniens, Allah l'a voulu, adieu Berthe. Nous, on n'a pas ce fatalisme oriental-là. Nous, 100 fois la France aurait dû mourir, et les 100 fois elle a survécu. Est-ce que pour conclure, on pourrait dire ce joli mot de Churchill qui parlait de lui, mais est-ce qu'on peut l'appliquer à la France, et qui disait « l'histoire me sera indulgente puisque j'ai l'intention de l'écrire ». Exact. C'est magnifique. Et c'est vrai. C'est tout ce concept d'enracinement dynamique, c'est-à-dire, tu vois, de reprendre très bien ce que disait Spartiate, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes, mais ça, il faut le dire à nos ascendants. Mais il faut surtout dire, vous serez le meilleur de nous, à nos fils et à nos filles. Parce que c'est ça qui compte. C'est l'élan que nous donnerons à nos enfants pour qu'ils soient à leur tour une part de cette conquête de singularité et d'éternité qu'est le projet français. C'est-à-dire que nous résonnerons dans l'histoire. C'est ce que nous devons donner à nos enfants. Cette volonté de dire collectivement, la mort ne vous effacera pas.
C'est vous êtes au-dessus de ça parce que vous serez unis et unis vous raisonnerez. Et peut-être que vous donnerez au monde, encore une fois, une singularité. Vous ne le lui imposerez pas. On n'impose jamais rien au monde. Le rêve impérial est un rêve d'ado mal dégrossi. C'est l'équivalent d'une masturbation dans les chaussettes. Tu vois, la seule chose que ça fait, c'est du travail pour la machine à laver. Parce qu'à la fin, il faut nettoyer les conséquences des effondrements impériaux. Crois-moi, tu mets parfois des siècles. Mais vous donnerez une manière à l'homme d'être encore plus humain et d'être encore plus grand, parce que ce qui compte, c'est pas de rendre l'homme immortel, c'est de faire en sorte que le temps qu'il passe ici-bas vale le fait d'être mortel. Et ça, il n'y a que des pays comme la France qui peuvent le donner, parce que tout le reste, c'est des éponges, ils adhèrent à la modernité. Et le tout, c'est pas d'être anti-moderne, c'est de transcender toujours le temps où nous sommes. Et ça, les esprits français ont toujours su le faire. Parce que nous sommes fondamentalement des emmerdeurs.